Eh, petit, toi aussi tu veux bosser pour Satoshi Nakamoto? Bonjour, aujourd'hui on va parler de Bitcoin et de mafia. Et si je vous en parle, c'est parce que chacune de mes vidéos a une histoire, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Il y a quelques semaines, j'ai annoncé ma première vidéo, celle qui parlait de Bitcoin et d'usine à trombone. C'est une petite vidéo très simple qui expliquait que Bitcoin et sa consommation énergétique ne pouvaient pas être comparés à l'industrie classique pour la bonne et simple raison qu'elle ne fonctionnait exactement pas de la même manière. Et figurez-vous que pendant l'annonce de la vidéo, je suis tombé sur une véritable pépite et je vous la partage. Sachez que j'ai appris que Bitcoin ne représente ni plus ni moins que le volume des transactions mafieuses. Vous en achetez ou pas, à vous de voir. En réalité, pour être honnête, j'ai pas autant ri que ça, puisque c'est d'une communication sur LinkedIn, et en 2025, se prétendre innovateur ou inventeur, ou n'importe quelle personne liée à la technologie, et dire des choses pareilles, me semble, à mon sens, un tout petit peu inquiétant. Par souci d'élégance, on ne va pas du tout communiquer l'identité de cette personne, bien que, puisqu'elle a tenu ses propos dans un réseau social public, je pourrais. Pour le coup, comme vous l'aurez compris, je ne m'attaque pas du tout à cette personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de contrer son idée, qui déjà, d'une certaine manière, à mon sens, est fausse, et qui d'une certaine manière m'insulte un peu, puisque j'utilise Bitcoin très souvent, à peu près une fois par semaine, et je ne m'estime pas faire partie des volumes de transactions mafieuses. Donc, par originalité, et pour faire en sorte que cette vidéo soit la plus gaie possible, nous allons l'appeler Doc. Nom de Zeus! Doc, en l'honneur de ce merveilleux personnage de Retour vers le futur, parce qu'apparemment Doc nous vient du futur, et nous explique que Bitcoin est le grand outil de la mafia. J'y comprends rien. Et comment c'est possible tout ça? J'ai vraiment l'impression d'être en enfer. Non, l'état il valait, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire. En réalité, je pense que Doc nous vient du passé, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme toute technologie, Bitcoin a une adolescence un tout petit peu turbulente, notamment quand il a été le moyen de paiement favori dans une grande application qui s'appelait Silk Road, la route de la soie, et qui était un peu l'Amazon du Darknet. Par ailleurs, un film entier a été quand même filmé pour cette occasion, pour nous parler en fait de cette époque un peu extraordinaire. Amazon pour la drogue. 1000$ en bitcoin en 1h30. Nom de Zeus! Ça donne envie, hein? Sachez en plus qu'à cette époque-là, les prix étaient affichés en bitcoin. Regardez, par exemple, en juin 2015, on pouvait acheter 2 comprimés de Xanax pour à peu près 200 € de bitcoin. D'ailleurs, si vous remarquez, un marché où on peut acheter les choses en bitcoin comme moyen de paiement et que l'unité de compte est le bitcoin, ça ouvre une parenthèse intéressante. Nous allons donc ouvrir une petite parenthèse à rester ici. Puisque les prix sont affichés en bitcoin, bitcoin devient donc une unité de compte. Puisqu'il permet de procéder à des achats, il s'agit là d'un moyen de paiement. Puisqu'entre 2015, l'époque des Xanax, et aujourd'hui, 2025, Bitcoin n'a pas fait que préserver sa valeur, il a aussi multiplié sa valeur par 500, il s'agit donc d'une réserve de valeur. Unité de compte, moyen d'échange, réserve de valeur, nous sommes exactement dans ce qu'Aristote définit comme étant une monnaie. Et cela, au moins depuis 2015. Nom de Zeus! Mais voilà, c'était en 2015 et malheureusement depuis les choses ont radicalement changé. On va donc aborder la deuxième partie de cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On va donc se poser la question, qu'en est-il de l'activité de Bitcoin dans les activités illégales? Et pour cela, on ne va pas inventer la roue, on va tout simplement regarder les études qui auditent très rigoureusement l'activité de ce réseau. Donc je vais ouvrir le dossier de Chainalysis, la référence dans ce genre d'activité. Nous voici donc devant le précieux rapport. Et si nous lisons un peu le rapport de février, 2025, donc ça ne remonte pas il y a assez longtemps, nous allons tomber sur des tas d'informations extrêmement pertinentes et rigoureuses, notamment le fait que l'activité illégale des différentes cryptos est en baisse depuis 2022, mais ce qui va nous intéresser, c'est un tout petit peu des métriques. Et les métriques sont les suivantes. Environ 40 milliards de cryptos douteuses pour équivalent de 0,14% de l'activité totale. 0,14%. 0,14%. Alors qu'on nous avait quand même annoncé 100%. C'est quand même une erreur de quasiment facteur 1000. C'est quand même beaucoup pour un innovateur de génie, vous ne trouvez pas? Nom de Zeus!
D'ailleurs, si on lit minutieusement le rapport, ce que je vous invite à faire, on se rend compte que 20% seulement de l'activité illégale concerne Bitcoin, alors que Bitcoin, en fait, représente une part non négligeable, en fait, de du flot des cryptos. C'est quasiment la moitié. Mais le plus important, c'est que activité illicite ne veut pas dire activité mafieuse. Et c'est ça qu'on va étudier doucement, ensemble, point par point. Premièrement, les arnaques et les scams. Alors on va voir une petite vidéo qui va nous expliquer un tout petit peu pourquoi en fait toute technologie utilise des arnaques et il ne s'agit pas forcément d'une activité mafieuse. Concernant les crypto-monnaies, donc vous nous avez parlé des ransomware, du blanchiment. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle les scams, donc les pièges. Les escroqueries, oui. Les escroqueries. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors les escroqueries, c'est malheureusement vieux comme le monde. Hein. Ça n'a pas attendu les cryptos pour exister et pour se développer. Ça existe depuis la nuit des temps. Oui, dans la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, et même avant la finance, il y avait des escroqueries à autre chose que sur des produits financiers. Là aussi, les escrocs, ils sont comme vous et moi, ils sont, à part qu'ils sont malhonnêtes et pas vous et pas moi, mais les escrocs, sinon, ils sont comme tout le monde, ils utilisent les outils qui sont à leur disposition. Vous avez pu écouter le colonel Duvinage qui commande le Centre de lutte contre la criminalité numérique, le C3N, à Surfing Bitcoin. Et il y en apprend quelque chose d'extrêmement important, c'est que les arnaques est une mauvaise herbe naturelle dans toute l'histoire de l'innovation. Même aujourd'hui, vous avez des millions d'arnaques à l'email. S'il y a bien une chose importante à retenir, c'est que les criminels utilisent toujours les technologies quand elles sont émergentes. Et pour une raison très simple, c'est que la majorité des gens ne savent pas correctement s'en servir, donc il est assez facile d'arnaquer les gens. Mais nous sommes en 2025, donc imaginez un instant un message aujourd'hui de ce type-là. Les emails ne représentent ni plus ni moins que l'ensemble des communications mafieuses dans le monde. Bref, ça n'aura aucun sens, puisque l'email vous l'utilisez tous les jours, donc vous savez bien entendu que c'est utilisé par des arnaques, mais ça ne change pas l'utilité de l'email pour autant. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit dans la première vidéo, d'innombrables personnes abusent de votre ignorance pour attirer l'attention sur eux. Toujours. Et puisque c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on va se remettre une petite couche vidéo d'Albert Moukébert pour se rappeler les bonnes bases. Si moi, je connais quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal de venir m'embourber dessus. C'est pour ça qu'on peut embourber les gens, je ne sais pas, sur un truc comme les OGM, le nucléaire, etc., parce que c'est des sujets assez techniques, mais il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les lunettes. Il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les plâtres si tu te casses le bras. Maintenant qu'on a vu que les arnaques est en fait une maladie d'adolescence de n'importe quelle innovation, on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Une des grandes parts en fait de l'activité illégale on-chain au niveau de Bitcoin, c'est tout simplement le contournement des sanctions. Bien entendu, à aucun moment, je vous encourage, d'une manière ou d'une autre, à contourner les sanctions internationales. Mais fort est de constater qu'en ce qui concerne le conflit Russie-Ukraine, les sanctions internationales n'ont pas eu un effet immense sur leur économie. Notamment parce qu'il existe des tas de manières en fait de contourner les sanctions internationales. Et malheureusement, ou heureusement, aussi Bitcoin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est directement le président Poutine qui le prétend. Начали вводить ограничения, а с учетом того, что доля США в мировой экономике сокращается, а значит и влияние доллара на мировые экономические процессы тоже... Et j'ai la faiblesse de croire en fait que la population russe n'est pas intégralement composée de mafieux. J'aime à croire en fait qu'il y a des parents qui envoient de leur argent à leurs enfants hors de la Russie pour qu'ils paient leurs études. J'aime à croire aussi qu'il y a des gens russes qui bossent hors de la Russie et qui envoient de l'argent à leur famille. J'imagine aussi qu'il y a des entreprises qui veulent payer correctement leurs fournisseurs. J'aime aussi à croire que les Russes aiment leurs enfants aussi. Bref, catégoriser de manière mafieuse l'intégralité des transactions qui outrepassent une sanction internationale, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu fort. On va aborder pour le coup un autre sujet, et un sujet qu'on ignore assez rarement, c'est la propre criminalité interne des activités on-chain. Je vais aborder là un sujet qui est très peu connu par la majorité des gens. Quand on parle en fait de Bitcoin comme étant un générateur de blanchiment d'argent,
On imagine tous en fait qu'il y a de l'argent de la drogue, on la met sur du Bitcoin, on la transfère à quelqu'un d'autre, elle est blanchie et paf, on ressort des euros ou des dollars tout neufs. Donc en fait, on est tous pétris de la connaissance de l'activité illégale du quotidien, d'accord? Mais en fait, il y a un point qui est très important, c'est que ce soit Bitcoin, Ethereum ou l'intégralité de l'activité on-chain, ce sont des espaces économiques qui génèrent leur propre criminalité. Et ça, on va l'aborder ensemble. Si on prend les blockchains programmables comme Bitcoin, il faut bien comprendre qu'il y a des tas de services, notamment de la finance centralisée. Ce qui veut dire qu'il y a des changements de devises, il y a des prêts lombards, il y a des transferts de personne à personne. Il y a en fait une véritable activité économique, tout simplement, dans ces blockchains-là. De la même manière que dans un pays ou dans une région, vous avez de l'activité économique. Et quand vous avez de l'activité économique qui existe, il y a parfois des gens qui se font voler, parfois des gens qui se font arnaquer, ce qui veut dire que ces activités économiques génèrent leur propre criminalité qui est intrinsèquement liée à l'activité économique. Si demain nous faisons une colonie sur la Lune, il va y avoir en fait une activité criminelle qui va se développer sur la Lune puisqu'il y a une propre activité économique là-bas. Et vous aurez des gens malins qui vont vous dire que les activités lunaires sont ni plus ni moins que 100% de l'activité mafieuse. Et cette activité, elle n'est pas anecdotique. Il faut bien que vous ayez conscience qu'il y a plus de 2000 milliards d'euros qui sont en circulation sur le réseau Bitcoin. Plus de 150 milliards d'euros travaillent dans la finance décentralisée. Et que ce soit Bitcoin ou Ethereum, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, ils transfèrent déjà plus d'argent, plus de valeur que Visa lui-même. Ne serait-ce qu'Ethereum, c'est déjà quasiment 2 millions de transactions par jour. Nom de Dieu! Si on prend en considération tout ça, avec Bitcoin, Ethereum et la majorité des blockchains programmables, nous sommes sur une activité économique qui équivaut à des petits pays. Il est donc parfaitement normal qu'une activité économique de cette taille-là génère sa propre criminalité. Que ce soit du vol de crypto, que ce soit des hacks de protocole, que ce soit quand un échangeur s'avère être frauduleux et qu'effectivement ces cryptos s'en vont, ces activités internes créent leur propre criminalité. Et ce qui est important de noter, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est qu'on voit très clairement ces activités-là. Elles sont très lisibles parce que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que par définition, les blockchains sont des activités on-chain. On voit donc exactement en temps réel ce qui s'y passe. Il ne s'agit donc pas de blanchir l'argent de la mafia, il s'agit d'accepter tout simplement l'arrivée d'une autre forme de criminalité, d'une autre forme de malfrat qui est intimement liée à ces espaces économiques-là. Tout espace, qu'il soit numérique ou physique, conquis par l'humanité, génère sa propre vague de criminalité associée. Nom de Dieu! Et parmi cette nouvelle forme de criminalité, il est vrai que la plus commune, c'est la fameuse ransomware, donc la demande de rançon par du Bitcoin ou par de l'Ether. Et en fait, la raison est extrêmement simple. Le crime se fait hors chaîne, donc dans des activités illégales tout à fait classiques, et on demande une rançon, mais cette fois-ci une rançon en Bitcoin. La raison en est extrêmement simple. Bitcoin est un réseau de transfert de valeur beaucoup plus efficace que le réseau banquier. Il est plus rapide, il n'y a pas besoin d'autorisation, il est incensurable. Si les criminels utilisent donc les réseaux de rançon en passant par Bitcoin, c'est tout simplement parce qu'il est plus efficace, c'est tout. Mais assez parlé de criminalité interne, on va parler de ce qui représente les véritables activités mafieuses, à savoir en l'occurrence le marché noir. Aujourd'hui, si nous parlons d'activité mafieuse et donc de marché noir, ça veut dire de l'activité criminelle, on va dire du monde normal, qui est du coup porté par le réseau Bitcoin et Ethereum, nous sommes aux alentours de 2 milliards d'euros par an. Voilà. Donc tout ceci, en fait, cette façon de dire que Bitcoin n'est plus ni moins que les activités mafieuses, machisant si vous voulez, ça vient de 2 milliards. Alors entendez bien que 2 milliards, c'est pas rien, hein, d'accord, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais si on regarde avec Scope, le marché noir, en fait, en 2025, représente environ 1,8, on va dire 2 trillions de dollars, ce qui inclut les principales contrebandes, la fraude, le trafic de stupéfiants, les armes, l'exploitation humaine et tout ça. C'est publié sur le site du gouvernement canadien. Si on va sur le site de la justice canadienne, que vous avez ici, du gouvernement canadien, fondu du marché noir, donc il y a plusieurs études, hein, il en existe des très nombreuses, je vous ai juste donné une d'entre elles, hein, qui est assez connue. On active sur l'activité du marché noir et on est effectivement, on va retrouver l'information quelque part, on est à quelques millions, voilà, ici, 1,8 billion de dollars américains à l'auteur mondiale. Donc voilà, on est dans la catégorie, on va dire, criminelle la plus ordinaire. Par conséquent, si on prend ces 2 milliards qui représentent en fait le marché noir actif sur Bitcoin et l'Ethereum,
Cela représente 0,1%. 0,1%. Nom de Zeus. En réalité, puisque Bitcoin en fait est un réseau complètement transparent, la majorité des malfrats n'utilisent pas un réseau transparent puisqu'on peut facilement les tracer. D'ailleurs, si on revient sur Silk Road, la route de la soie, l'exemple qu'on a mis en début de vidéo, une très très grande partie des fonds illégaux ont été retracés depuis et les gens ont été incarcérés. En fait, en proportion, Bitcoin est plus propre que des euros et des dollars par rapport à la masse en circulation. Maintenant, pour le coup, que les chiffres ont parlé, et maintenant qu'on se rend compte en fait que Bitcoin et Ethereum sont des réseaux économiques beaucoup plus propres que les réseaux économiques classiques et ordinaires, on va se poser la question. Pourquoi Doc est donc tombé dans le panneau? Pourquoi Doc a cherché à vous faire croire que 100% de l'activité sur Bitcoin était mafieuse? Comme j'ai pu expliquer dans la vidéo précédente, celles et ceux qui ont du Bitcoin sont biaisés. Ils trouvent l'objet magnifique. Mais celles et ceux qui n'ont pas de Bitcoin sont tout autant biaisés. Et c'est d'autant plus fort quand il y a un conflit mental direct entre le savoir-faire qu'on prétend avoir et la compréhension ou pas qu'on a de Bitcoin. Donc c'est valable pour les informaticiens, pour les économistes, pour les inventeurs et les innovateurs. Il faut bien comprendre qu'être un anti-Bitcoin primaire pour ces gens-là est une véritable torture mentale. Et merci à Yorick de Montbine de nous le rappeler. Ces gens-là sont donc devant un objet qui est directement lié à leur science, à l'informatique, à l'économie, à l'énergie, dont ils ont tous les armes intellectuelles pour l'apprécier, et pourtant ils n'arrivent pas à en déceler la valeur. Or, l'objet continue à prendre de la valeur malgré les critiques depuis plus de 10 ans. Petit 2, l'objet est de plus en plus utilisé partout dans le monde, y compris avec les populations défavorisées. Petit 3, de plus en plus de personnes, y compris des leaders d'opinion, sont ouvertement favorables à Bitcoin. C'est notamment le cas de la toute nouvelle prix Nobel de la paix. Some Venezuelans found a lifeline in Bitcoin during hyperinflation, using it to protect their wealth and to finance their escape. Today, Bitcoin bypasses government-imposed exchange rates and thus helps many of our people. It has evolved from a humanitarian tool to a vital means of resistance. We are grateful for the lifeline Bitcoin provides and look forward to embracing it in a new democratic Venezuela. Nom de Zeus. Vous avez pu écouter Maria Corina Machado, qui est la prix Nobel de la paix. Et pour information, le jeune homme qui est en train d'interviewer, c'est Alex Glantain, le CSO de la Fondation des Human Rights. Il est donc impossible pour un esprit en bonne santé d'accepter ces contradictions, de se dire que la prix Nobel de la paix met en avant un outil qui est censé être ni plus ni moins que tous les transferts mafieux. C'est pas possible mentalement de supporter ça. Vous avez donc deux possibilités, soit vous remettre en question, ce que tout le monde a fait, y compris moi, parce que moi aussi je pensais que Bitcoin était une farce, et faire le fameux message qu'a fait Von Wang, l'artiste qui avait effectivement fait le petit squelette que vous avez ici, de Skull of Satoshi, avec le fameux « j'avais tort », of course j'avais tort, soit un chemin plus facile, plus rapide et plus séduisant. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Vous allez inventer une vérité alternative dans laquelle Bitcoin est un monstre pour justifier le fait que vous ne le comprenez pas et que vous ne l'appréciez pas. Et nous allons notamment voir une vidéo qui explique ça très bien à partir du moment où la vérité n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est de pouvoir consolider vos positions. On a un mec comme Trump que des gens vont défendre tout en disant « oui, ce qu'il dit c'est faux, mais c'est pas grave ». Et là, c'est embêtant. Parce que là, du coup, cette asymétrie, on pouvait la combattre tant que, malgré tout, les gens s'intéressaient au vrai. Et du coup, on pouvait amener quelques arguments. Et globalement, les gens raisonnables éviter de croire des bêtises. Mais maintenant que les gens préfèrent adhérer à un discours parce qu'ils détestent les gens d'en face plus fort qu'ils n'aiment la vérité, là, on est dans la merde. Et merci à Thomas Durand de la Tronche en Bière de nous rappeler ces évidences. Et lorsque le réel ne vous donne pas raison, l'autre alternative en fait de ces personnes biaisées, c'est d'ajouer sur la morale. Rappelez-vous, achetez-en ou pas, à vous de voir. Et la morale, on va demander à Yves Chouefati de nous expliquer un tout petit peu ça. Il y a une tendance qu'a l'être humain qui est de regarder l'innovation sous l'angle de la morale. On va avoir quelqu'un qui va présenter une innovation et on ne va pas se poser la question est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. On va se poser la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Est-ce que cela relève du bien ou du mal. Comme si une innovation, est-ce qu'un couteau c'est bien ou est-ce que c'est mal, Mounir? Bonne question. Difficile de répondre. En fait, ce n'est pas la bonne question. Nom de Zeus.
Et lorsque même la raison et même la morale ne suffit pas à justifier, toute personne passe naturellement par une phase de deuil et de colère. Et en fait, dans toutes les innovations, chaque fois qu'il y a une innovation disruptive, il y a un cycle d'adoption qui est toujours le même. La fameuse courbe. Voilà, de Kubler-Ross. Et dans cette couple, dans ce cycle d'adoption, dans ces étapes de l'adoption, il y a une étape de la colère. Il y a toujours une étape de la colère. Et la France est très douée pour la colère. Parce que si on étudie un tout petit peu le rapport de Bill Stamp de 2022, la France est l'un des pays qui aime le moins Bitcoin. J'aurais tendance à dire qu'il le déteste le plus. Par contre, pour le coup, faute de comprendre Bitcoin, faute de l'accepter, il va falloir le détruire. En tout cas, cela montre comment les voyages dans le temps peuvent être utilisés à mauvais escient et pourquoi le véhicule spatio-temporel doit être détruit. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que quasiment toutes les technologies sont passées par là. On peut parler par exemple de l'électricité qui a été diabolisée à ses débuts. On pensait que ça allait créer des incendies à la chaîne, que ça allait détruire, que ça allait tuer des gens, que ça allait provoquer des cancers et des cancers de la peau. On peut aussi parler de l'automobile qui a été diabolisée en disant qu'elle était bruyante, qu'elle était dangereuse, qu'elle était un danger public. On peut parler de la radio et on pensait que ça allait provoquer des maladies de la peau. De l'imprimerie qui allait créer une surabondance d'informations qui allait rendre les gens fous. De Kodak qui expliquait que l'appareil numérique n'avait aucun avenir et qui ne servirait à rien. On peut aussi parler du train. Le train qui a eu beaucoup de détracteurs, notamment sur le fait que la vitesse du train et la pression de l'air allaient étouffer les gens, et surtout en fait que le fait d'être à grande vitesse dans des petits compartiments allait rendre les gens fous. Et c'est ça qui est un truc très intéressant, c'est que si on prend par exemple le train qui rendrait les gens fous, on va se rendre compte qu'on tombe sur des paradoxes complètement dingues. Bien entendu, le train a été le théâtre de nombreux drames durant ce siècle. Mais si nous prenons cet exemple précis, une tragédie horrible que nous regrettons tous, il est évident que les causes sont multifactorielles. Des causes sociales, politiques, juridiques, humaines, culturelles, éducatives, même médicales. En prenant tout ceci en compte, il est facile de réaliser que l'implication de la technologie train est très marginale. Vous ne pensez pas? Ceci aurait pu avoir lieu dans un bus, dans une salle d'attente, dans un restaurant. Il n'y a d'ailleurs pas que les technologies, puisque même les nouvelles pratiques sont tournées au ridicule avec plus ou moins de colère, notamment tout simplement le fait de se laver les mains avant de faire un acte chirurgical. Si on prend par exemple le cas du docteur Semmelweis, promouvoir en fait à l'hôpital de Vienne le fait de se laver les mains, fréquemment il fut moqué, rejeté par ses pairs au XXe siècle. Sa recommandation était presque perçue comme une attaque envers les médecins. La communauté médicale préférait défendre ces pratiques traditionnelles. La presse et certains milieux scientifiques diffusaient des critiques virulentes, voire hostiles, contre cette innovation jugée insultante en dépit de la baisse prouvée de la mortalité. Et pendant que nous parlons de moraline sur tel ou tel objet technologique ou telle pratique, les criminels font ce qu'ils ont toujours fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. Ils ont été les éclaireurs des nouveaux usages et des nouvelles outils. On peut notamment parler de la bande à Bono, un groupe de criminels qui a utilisé la voiture pour faire des casses à l'époque où la police française était montée. On peut aussi parler des hackers au début d'Internet, qui ont très rapidement utilisé l'ordinateur et Internet pour pouvoir effectivement faire des méfaits. Bref, ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que les criminels ont toujours été à l'avant-garde. Ils prennent un nouvel outil et n'ayant pas de conscience morale, vont l'utiliser pour leurs activités. Et en fait, accuser la technologie en fait de tous les maux de la société, notamment des problèmes de criminalité et éventuellement des problèmes juridiques, c'est oublier tout le reste. C'est oublier l'importance de la politique, c'est oublier l'importance de l'éducation, c'est oublier l'importance de faire société ensemble. C'est dire qu'en fait, le problème, c'est l'outil et pas celui qui est derrière. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement dangereux. Mais on est là aussi, un effet collatéral de notre action, c'est aussi de protéger l'écosystème. Puisque à partir du moment où il y a 0,01% des utilisateurs de crypto ou des entrepreneurs de crypto qui ont des intentions malveillantes, qui ont des intentions criminelles, eh bien, c'est comme les trains. Les trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle. Les trains qui arrivent en retard, tout le monde en parle. Alors, c'est peut-être pas 0,01% pour le coup, mais qui déraille. Mais les trains qui arrivent en retard, c'est ceux dont tout le monde parle. Et c'est ça, c'est les trains qui arrivent en retard qui nuisent à la réputation du secteur et qui sapent la confiance dans ce secteur. Donc notre action, elle sert aussi indirectement à renforcer la confiance dans le secteur,
et à assainir le secteur, parce que ça peut faire fuir aussi des investisseurs, ça peut faire peur à des régulateurs français ou étrangers. Et donc, de montrer qu'on ne fait pas ce que l'on veut dans la vie réelle et on ne fait pas ce que l'on veut dans le domaine des cryptos, ça montre aussi que ce n'est pas le Far West et on essaye de faire place nette pour les entrepreneurs qui sont l'écrasante majorité qui veulent faire du business vertueux, licite, et pour les utilisateurs qui n'ont rien à se reprocher. Pourtant, au courant aujourd'hui, des médias ou des personnes qui veulent juste donner leur opinion pour paraître intelligents vont discréditer les nouvelles technologies, qu'elles soient informatiques, qu'elles soient numériques, que ce soit Bitcoin ou une autre, et vont avoir de très graves conséquences sur les compétitivités dans les pays. Les pays où effectivement les technologies ne sont pas diabolisées sont des pays qui vont avoir un avantage économique certain, puisque tout simplement les professionnels qui travaillent sont correctement considérés. Et à ce sujet, merci à Sébastien Gouspillou, cofondateur de BigBlock, en fait, de faire honneur à l'industrie française liée à Bitcoin, puisque nous sommes nombreux à travailler dans cet écosystème-là et très fiers de l'être. Et je tenais donc à lui faire honneur. Il a eu l'occasion de s'exprimer auprès du Figaro. Un petit extrait. On a encore de très belles entreprises françaises qui sont restées, qui arrivent à se battre et donc sont patriotes et veulent rester en France. On a Ledger, on a Paymium, on a CoinHouse, on a quand même quelques belles entreprises françaises qui sont des véritables pionniers. Mais c'est vrai qu'on est parti d'un écosystème français qui était le leader européen de très loin. On avait les pionniers vraiment les plus impressionnants d'Europe ici en France. Pas mal sont partis pour des difficultés bancaires, pour des difficultés législatives, encore une fois, on a voulu créer un cadre et une régulation avant même que les entreprises n'existent réellement et un vrai marché. Et oui, merci à Ledger, Paymium, CoinHouse pour ne citer que. Et faisons attention, car oui, systématiquement associer ces activités-là à des activités mafieuses a des véritables conséquences. Déjà, c'est très dévalorisant pour celles et ceux qui travaillent et ça met même en considération et en danger les gens qui y travaillent puisque globalement, on part du principe que ce sont des criminels et que par conséquent, il n'y a aucune raison de les défendre. Aujourd'hui, la menace des kidnappings, elle est assez... elle révèle quelque chose, c'est que 80% des enlèvements, des kidnappings dans le milieu de la crypto sont faits en France, au niveau monde. Et donc la police nous explique très clairement que c'est dû au fait que les gangsters avaient beaucoup de facilité à recruter des petites mains en France. Et pourquoi ils ont une facilité aussi importante à recruter à vil prix, des gens qui sont prêts à vous couper les doigts, à vous percer les genoux, c'est parce qu'ils savent qu'ils risquent rien. Comme l'explique Sébastien Gouspillou, c'est quand même dingue que 80% des kidnappings, des gens qui bossent dans l'écosystème se réalisent en France, alors qu'en fait, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, la France est un pays qui a une très petite activité liée à Bitcoin et Ethereum par rapport aux autres pays, comme quoi la criminalité n'est pas là où on le pense. Nom de Zeus. Alors, on peut mettre en cause le système judiciaire, on peut mettre en cause l'éducation, on peut mettre en cause différentes choses, mais moi, ce que je mets en cause, c'est le discours journalistique ambiant. C'est cette façon qu'ont les journalistes, de manière juste à pouvoir aspirer de l'audimat, de porter de fake news, disons les choses clairement, d'aller totalement à contre-courant des chiffres officiels et de la réalité, de manière à dramatiser en fait leurs émissions. Et je pense que cela a des conséquences très graves. Et ce sont des conséquences qui notamment ont été mises en avant par l'INBI, l'Institut national de Bitcoin. Et je vais mettre en avant aussi quelques sources où en fait ils parlent de cette ambiance médiatique un peu unique au monde que nous avons en France par rapport à ces technologies-là. Et on va en parler avec Nastasia Adjadji. Merci d'être avec nous, journaliste. Sur les crypto-monnaies, c'est le meilleur moyen de blanchir de l'argent. Il faut aussi le comprendre. Bref, comme vous l'aurez compris, la criminalité n'est pas une affaire technologique. Enfin, pas que. C'est une affaire sociale, importante, politique, journalistique, collective. Et nous avons tous une part de responsabilité très importante dans le bon vivre de notre pays. Les technologies ne se détestent pas. Les technologies, elles s'approprient, elles se prennent en main. Si vous allez dans un concessionnaire et qu'on vous dit que tel Audi est utilisé par les braqueurs et les criminels, ça veut dire que cet Audi elle est bien et que vous avez tout intérêt à l'utiliser, ou n'importe quelle autre marque de voiture. Si vous allez quelque part acheter un ordinateur et qu'on vous dit que cet ordinateur est utilisé par les hackers, cela veut tout simplement dire que cet ordinateur est bien robuste et utile. Et donc vous avez tout intérêt à savoir l'utiliser. Partir du principe que parce qu'un criminel touche quelque chose, cette chose est sale, est une mauvaise manière de penser. La technologie vous permet
permet de réaliser d'innombrables choses, de vous épanouir aussi en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Et c'est la raison d'être d'Alira. C'est de vous permettre justement de pouvoir prendre en main ces technologies, que ce soit la blockchain, que ce soit le Web3, que ce soit l'intelligence artificielle. Vous ne devez pas avoir peur de la bougie, vous ne devez pas avoir peur de l'ampoule électrique, vous devez prendre en main les technologies pour justement façonner un monde meilleur et qu'il n'y ait pas que les criminels qui les utilisent. C'est à vous de décider de quoi le monde sera fait. Je m'appelle Daniel Villamontero, je suis directeur pédagogique d'Alira et je vous remercie de m'avoir écouté.